Bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. En fait, je devrais dire bon retour à La Justice entre nous. Aujourd'hui, je reçois Maître Anne-Marie Dion, avocate criminaliste, et devenez de comprendre. Maître Dion, bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de droit. En fait, les prochains jours, prochaines émissions, on parle de droit criminel. Vous êtes criminaliste à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, exactement. Depuis combien de temps? Bien, en fait, j'approche la conclusion de ma 9e année. Ah là. bon, alors vous n'êtes pas une junior. Vous Non. êtes très bientôt, selon les règles non écrites, une avocate senior. On peut dire ça, effectivement. Écoutez, est-ce que vous avez une spécialité en droit criminel? C'est assez vaste. Je sais que le tribunal de la jeunesse, on va un petit peu Bien, démêler ça, là. C'est sûr qu'en fait, moi, dans ma pratique, je couvre aussi le volet de la délinquance, là, donc pour les adolescents là, qui sont accusés d'avoir commis certaines infractions. En droit criminel, pour les adultes, j'ai pas de spécialité en particulier. On rencontre le client, puis on voit ce qu'on peut faire pour l'aider, peu importe l'infraction. Là. OK. Comme on voit souvent, je vais dire en région, contrairement à Montréal, on est plus généraliste dans nos secteurs d'activité. Donc, vous êtes généraliste, on peut dire généraliste dans votre secteur d'activité. On pourrait dire ça, effectivement. Criminel, délinquance, etc. Oui. Bon, bien, commençons par le début. Parlons d'une arrestation, je vous laisse peut-être nous donner un exemple. Là. Un client, moi je suis un client, j'arrive chez vous, je vous dis que j'ai été arrêté en fin de semaine, samedi soir, j'avais pris un verre de trop, j'ai même de la difficulté à me rappeler ce qui s'est passé, à part quand j'ai réussi à vous appeler. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que c'est l'appel? Bon, bien, c'est sûr que quand on rencontre le client au départ, on va lui expliquer un peu le processus judiciaire. Donc c'est sûr que il faut comprendre qu'une fois que la personne a été arrêtée, en fait, c'est des policiers ou parfois des enquêteurs qui ont monté un dossier et qui ont laissé le tout entre les mains de procureurs de la Couronne. Donc, un procureur de la Couronne, lui, va analyser la preuve, va faire lecture du dossier, il va décider quelles accusations il pourrait porter contre la personne. Donc... Puis, bien, là, je vous arrête. Oui. Puis, justement, ça, je pense, c'est même une question qu'on se pose quand on ne connaît pas votre milieu. Oui. Est-ce que nécessairement, ou quelle est la référence plutôt pour on dit procureur de la Couronne, puis j'entends toujours à la radio le DCPC. Le DPCP. DPCP, Oui, bon, c'est pour exact. ça que je dis procureur de la Couronne. Alors vous, entre vous, dans le milieu, vous dites encore procureur de la Couronne ou vous dites oui. DPCP? Bien, on dit procureur de la Couronne, Bon. Couronne, on a notre La langage poursuite. entre nous, la poursuite La aussi. poursuite. Bon. Effectivement, chacun le dit à sa manière. Alors comment, en quelques mots, comment le policier ou les policiers apportent un dossier? Vous êtes le procureur de la Couronne, moi je suis le policier, je vous donne mon rapport, Exact. je vous dis c'est blindé. Bien, de ce que j'ai compris du processus, c'est qu'au poste de police, donc dans les postes de police, il y a des agents qu'on appelle les agents de liaison. D'accord. Donc, c'est eux qui vont apporter à chaque jour ou quelques fois par semaine l'ensemble des dossiers qui ont été colligés là, par l'équipe administrative du poste de police. Et là, il y a un ou des procureurs de la Couronne qui vont évaluer Exact. le dossier. Souvent, ce qu'on entend, c'est on va entendre ça au moment où on enregistre l'émission. Là, il vient d'avoir le scandale dans le milieu du spectacle. Donc, on va évaluer la nature de la preuve et quelle va être la référence? Oui. Est-ce que le procureur de la Couronne doit absolument être convaincu qu'il va réussir à le faire condamner ou qu'il y a suffisamment de preuves pour dire je ne peux pas accuser n'importe qui de n'importe quoi. Là. Je ne peux pas faire un test. Non, c'est ça. Le procureur de la Couronne, quand il analyse la preuve, en fait, il doit se demander, d'une part, s'il est moralement convaincu que l'infraction a été commise et également s'il peut convaincre un juge hors de tout doute raisonnable que les éléments de l'infraction sont réunis, en fait, là, dans sa lecture du dossier. Il peut arriver qu'il demande à son enquêteur des compléments de preuve aussi, donc pour voir est-ce qu'on peut aller creuser un peu plus loin, est-ce que tu peux m'apporter un peu plus d'informations pour que j'ai suffisamment de preuves, donc que j'atteigne mon fardeau de la preuve à ce moment-là, ou parfois, bien, il y a des refus d'autoriser des plaintes à ce moment-là également. Donc ça, c'est ça la référence. Quand on entend, bien, finalement, il n'y a pas eu de plainte, la Couronne n'a pas été convaincue. Le procureur de la Couronne va se dire, moi, je connais... Je suis habitué, je suis familier, j'ai de l'expérience, ce dossier-là ne passera pas. Et j'accuserai pas un citoyen
Pour rien. Dans l'état actuel du dossier. Exactement. Dans excellent. l'état où le dossier il est, effectivement, j'ai dit pour rien, mais c'est en fait, s'il n'est pas convaincu qu'il y a assez de preuves pour accuser la personne, il ne procédera pas. Ouais, il ne fera pas de test. Non. Là. On va poursuivre, on verra si je peux obtenir. Exactement, oui. Alors, la personne se présente devant vous. Elle a reçu, ça fonctionne comment? Elle a reçu une accusation, elle est en prison. Ça dépend des cas. Il y a OK. plusieurs façons de faire. Il peut y arriver, exemple, comme vous parliez tout à l'heure d'une accusation de faculté affaiblie, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, généralement, une personne qui a sans antécédent judiciaire, qui n'a pas d'histoire, tout ça, ce qui va arriver, c'est que les policiers vont la libérer après son passage au poste de police. Ils vont lui remettre ce qu'on appelle une promesse de comparaître. Sur la promesse de comparaître, on va trouver en fait une date qui est la date de la comparution. Donc la comparution, c'est la première date de passage à la cour et c'est là où, et je vous l'expliquerai un peu plus tard, là, mais c'est là où on va recevoir le dossier en fait. Donc on commence comme Exactement. Alors pour une histoire comme celle-là, le client va se présenter au bureau avec sa promesse de comparaître et là, c'est là que nous, on ouvre un dossier, on prend contact avec la personne la première fois. On va lui expliquer à ce moment-là la suite des procédures. Donc, fort probable que la couronne portera l'accusation et qu'à la date où on doit se présenter, donc la date qui est écrite sur la promesse, bien, le dossier sera autorisé à ce moment-là et là, on recevra les accusations. Oui, parce que je présume que dans le cas d'ivresse au volant, bien, on a les tests. Exact, oui. Je ne suis pas en train de dire que tout est correct, là, mais prenons pour acquis que le dossier est bien monté, la personne est vraiment en état d'ébriété, on a les rapports, on envoie ça à la couronne. C'est un dossier... qui devrait être porté en accusation, effectivement. Oui. Qui va probablement aboutir à quelque chose. Oui. Et pour monsieur, madame, tout le monde, la période des fêtes approche. Évidemment, on vous demande de ne pas conduire en état d'ébriété. Si vous prenez un verre, ne conduisez pas. Si ça arrive, les gens vous appellent quand ils sont au poste de police, là, ce soir en état d'ébriété, ou ils vous appellent quand ils sont libérés? Les deux, en fait, ça dépend des situations. Donc, c'est sûr que chaque avocat criminaliste a sa façon de faire et sa façon de pratiquer. Comme exemple, nous, au bureau, on a un service d'appel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, si c'est des gens qu'on a déjà représentés ou qui nous connaissent par personne interposée, par référence, bien, lorsqu'ils sont arrêtés, ils sont au poste de police. Le policier doit faire en sorte qu'ils puissent contacter un avocat. Il leur explique la raison. C'est l'avocat de leur choix et c'est un service qui est gratuit. Donc, ils peuvent à ce moment-là dire, bien, moi, je veux parler avec Anne-Marie Dion, c'est l'avocate de mon frère, etc. Alors là, la police va m'appeler à ce moment-là. On reçoit le message à la maison. Donc, peu importe où on se retrouve avec notre téléphone cellulaire, bien, on va parler à l'individu arrêté. On peut vous joindre, oui. Malheureusement, heureusement, tout le temps. Heureusement pour le client. Il y a un certain équilibre, là, mais oui, effectivement, ça fonctionne comme ça. Et je voudrais aborder ce qui était peut-être une légende urbaine, mais quand j'étais jeune, il y a quand même quelques années, on nous recommandait de toujours avoir une pièce de 25 sous dans notre portefeuille parce que les policiers ne fournissaient pas le téléphone. Est-ce que c'est encore comme ça? Bien non, mais en fait, ça, j'ai jamais entendu ça, une histoire comme ça. Trop jeune. Mais non, en fait, de ce que je vois, moi, il y a un téléphone il y a un local précis dans le poste de police où la personne peut faire son appel de manière confidentielle. C'est un téléphone, évidemment, branché, là, un téléphone terrestre au poste. Puis là, on peut nous rejoindre de cette façon-là. Bon. Alors oui, sachez que ça a déjà existé. Peut-être que Maître Billard pourrait vous confirmer. Peut-être, effectivement. On nous recommandait de traîner une pièce de monnaie dans notre portefeuille. Alors, OK, je pense qu'on peut... on a déjà une idée, là, c'est peut-être comme une contravention pour excès de vitesse. Ça peut être simple, puis votre intervention va se faire... je parle conduite en état d'ébriété, je dis pas que c'est pas sérieux, mais c'est une infraction qui est peut-être plus facile à constater. Votre intervention d'un avocat au dossier, vous assurez que la peine est raisonnable compte tenu de... Bien, le travail de l'avocat de défense, en fait, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect de la représentation à la cour, du conseil juridique aussi. Pour le premier volet de notre travail, ça va être en fait de se présenter à la cour lors de la comparution. C'est le moment où généralement, à moins que le client nous donne un autre mandat, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au juge qu'on plaide non coupable, c'est-à-dire qu'on préserve les droits de notre client, le temps de prendre connaissance du dossier, donc de la preuve. D'étudier le dossier. Effectivement. S'il n'y aurait pas... je dis pas, je veux pas dire une faille, mais je veux dire quelque chose qui
qui fera en sorte qu'il y a un problème dans ce dossier-là. C'est votre rôle. Oui, en fait, on est un peu les gardiens des droits des citoyens canadiens. Là. C'est dans ce sens-là. Je suis content de vous entendre dire ça comme ça parce que souvent, il y a une méconnaissance. Hein, les gens ils pensent que les criminalistes sont là pour chercher les failles. Chercher les failles dans le sens de protéger votre client? Exact, parce qu'en fait, les policiers, lorsqu'ils placent des gens en état d'arrestation, bien évidemment, la Charte des droits, la Charte canadienne des droits et libertés vient encadrer un peu leur travail, la façon de respecter les droits de chaque citoyen. Donc, c'est sûr que comme avocate de défense, lorsqu'on reçoit le dossier, on appelle ça recevoir la preuve, eh bien, nous, on va l'étudier et on va vérifier à la lumière de ce que notre client va nous transmettre comme information, mais également en fonction de ce qu'on lit, si ces droits-là ont été respectés d'une part. Ça, c'est un premier travail. On doit aussi vérifier s'il y a des moyens de défense possibles, applicables dans les circonstances en fonction de la version de notre client. Et si tout ça, c'est non, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de la charte, il n'y a pas de défense possible à présenter, bien, à ce moment-là, mon travail, c'est, comme vous le disiez un peu plus tôt, de voir à ce que la conséquence soit raisonnable et, disons, à la mesure de la gravité de l'infraction. J'imagine qu'il y a comme des barèmes, par exemple, contravention, excès de vitesse ou... oui, ça, c'est la portion plus droit pénal, effectivement. Faculté affaiblie. Mais si on va du côté du droit criminel, effectivement, il y a parfois, dans le code criminel, des peines minimales d'inscrites. Il peut y avoir des peines maximales aussi d'inscrites. Et également, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence, en fait. Donc, les décisions, je vous dirais, à la grandeur du Canada par des juges de tribunaux, de tous les tribunaux, en fait. Là, nous, ici, on a la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour d'appel et également il y a la Cour suprême canadienne. Et les juges vont venir parfois établir des fourchettes de sentences, des catégories de sentences pour différentes sortes de crimes, dans des circonstances particulières aussi. Donc, quand moi, j'analyse ce volet-là du dossier, bien, j'établis certains critères, je vais faire de la recherche pour voir, bon, bien, les juges, qu'est-ce qu'ils ont tendance à décider? C'est sûr qu'il faut savoir que dans le code criminel, il y a des principes de détermination de la peine aussi qui sont inscrits. Je vous dirais que c'est plutôt, j'allais dire philosophique, là, mais en fait, c'est des principes généraux. On va demander aux tribunaux de prendre en considération la personnalité de l'accusé, le préjudice causé aux victimes, il y a les antécédents judiciaires, effectivement. C'est un récidiviste. C'est ça. Donc, il y a des critères, il y a une liste de critères. On dit 6 pouces ou 15 cm. Oui, d'antécédents judiciaires, oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de là, gens. ça risque... Fait que vous travaillez avec ça. Vous allez dire, bon, bien, écoutez, oui, c'est vrai qu'il y a des antécédents, mais ça fait 25 ans qu'il est tranquille, oui. donc... C'est ça. C'est sûr que mon travail d'avocat de défense, c'est d'aller chercher les aspects, disons, plus atténuants de la situation. Pour votre client. Parce que oui, c'est ça, mon code de déontologie me demande de représenter le mieux possible mon client, effectivement, dans ses intérêts. Alors, c'est sûr que je vais mettre l'emphase sur tout ce qui est atténuant dans son dossier, dans sa vie, dans ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui l'a mené à commettre ce genre d'infraction-là. Et ensuite, le travail, c'est d'aller s'asseoir avec le procureur de la Couronne pour discuter, donc, en fait, de notre opinion respective de ce que ça peut valoir comme sentence. Justement, il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est une exagération journalistique, je pense. Je vais vous laisser répondre à ça, mais quand tu as une accusation, là, et c'est public, là, je pense qu'on entend toujours l'accusé risque 25 ans de prison. Oui. Bon. Et habituellement, c'est le maximum. Oui. Avez-vous un petit commentaire à nous faire sur est-ce que c'est vrai ou si on exagère? Là? Je ne sais pas si on peut le voir comme une exagération plutôt qu'une méconnaissance de la part du journaliste de sa lecture du code criminel. Parce qu'en fait, effectivement, il y a, dans plusieurs sortes d'infractions, quand on lit l'article de la loi, en fait, on voit exactement et est passible de, exemple, 25 ans de prison maximum ou est passible de 10 ans maximum. On peut le lire comme ça, c'est écrit comme ça. Mais quand on pratique, puis quand on le fait à tous les jours, on sait très bien qu'on ne va pas se rendre à ce maximum-là. Donc, c'est comme ça que c'est écrit dans la loi. Alors, moi, mon analyse de ça, quand j'écoute un reportage, c'est que le journaliste est allé lire l'article et en a fait le résumé
dans son reportage. Donc, il ne faut pas que le citoyen s'attende à ce que la personne soit condamnée nécessairement à 20... Bien là, peut-être 25 ans, c'est un meurtre, là, je pense. Là, je ne sais pas trop, là, mais disons un vol ou... Je banalise rien. Là. Vol avec une certaine violence. Bon, là, vous allez apprécier justement la violence. Là. Il y avait un bâton de baseball, puis il a frappé dessus, ou il l'a poussé, elle est tombée. Je banalise rien. Mais là, c'est ça votre rôle aussi, de dire, ben non, ça ne mérite pas. Ça mérite pas le maximum. Celui qui avait 30 cm d'antécédents judiciaires en semblable matière, il risque peut-être de s'approcher au maximum. Effectivement. Bon. Oui. Alors là, vous avez fait ce travail-là. Vous faites ou non un procès. Les délais, est-ce que ça... Il faut que je vous parle de Jordan, évidemment. Oui. Votre collègue, votre associé, Maître Biard, me disait récemment, avec un sourire en coin, en disant, mais c'est parce que Jordan, ça a toujours existé, ça, voyons, je cherche le mot, les délais déraisonnables. Oui, effectivement. Jordan, c'est venu quantifier le délai, c'est ça que Jordan a fait? Oui, la Cour suprême est venue mettre des chiffres, en fait, donc un nombre de mois sur ce qui était qualifié de déraisonnable, et à partir de tant de mois, bien, on doit se dire que les délais le sont. Et si on présente une requête au tribunal, il y a beaucoup de chances qu'elle soit accordée. Vous devez le convaincre que c'est totalement déraisonnable dans les circonstances. C'est ça, mais il y a quand même un travail à faire. Il y a quand même des requêtes à présenter. Là. Je sais qu'il y a plusieurs citoyens qui avaient l'impression que c'était un calcul. Et si c'est dépassé, bon, par exemple, 18 mois là, pour les causes en procédure sommaire, là, on rentre dans un autre vocabulaire, mais bon, pour certains types d'accusations, si on approche le 18 mois, bien, les gens avaient l'air de penser que c'était date de péremption, on finit comme à l'épicerie, on jette le dossier. Non, exactement. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. L'avocat de la défense doit présenter une requête, un juge doit entendre la requête, il doit statuer. Je veux pas vous mettre dans l'eau chaude par rapport au système où on entend beaucoup la critique puis ça s'appliquerait aussi au civil. On entend beaucoup la critique de la lourdeur du système. Est-ce qu'actuellement, vous constatez, là, on est à l'automne 2017, est-ce que ça s'oriente vers faciliter le travail, éliminer au civil, on a eu un nouveau code de procédure, qui est notre nouveau coffre d'outils, qui a eu pour effet, effectivement, là, j'ose pas dire nettoyer, mais accélérer le processus. Est-ce qu'on... On voit une différence? Oui. Est-ce que vous voyez une différence? Ou vous voyez le bout du tunnel actuellement? Est-ce que je peux dire le bout du tunnel? Peut-être pas à ce point-là, mais effectivement, on voit en tout cas que tout le monde fait des efforts aussi. Ça, c'est important de le préciser. Autant les juges, les procureurs de la couronne, la défense, le personnel au palais de justice aussi. Là, on parle du greffe, des adjointes de juges, tout ça. Tout le monde met l'épaule à la roue là, pour que ça fonctionne le mieux possible. Je sais que dans certains palais de justice où les délais étaient vraiment extrêmes, ça s'est coupé presque de moitié, peut-être même plus. Donc, c'est intéressant aussi. Grosse amélioration. Oui, effectivement. Puis, ça fait que être dans l'intérêt des citoyens là, de faire ça comme ça. Là. Et justement, en vue de l'enregistrement des émissions qu'on fait aujourd'hui, j'ai posé la question à plusieurs criminalistes qui m'ont tous dit ou toutes dit en riant, bon, on a des gens qui arrivent au bureau et disent, bon, moi, je veux plaider Jordan tout de suite. Là, c'est pas comme ça. C'est pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple que ça, effectivement. Et là, je vais terminer en vous disant, peut-être en vous mettant un peu dans l'eau chaude, pour le citoyen, bien, c'est le citoyen. Souvent, les gens, on a comme... Quand on n'est pas dans le milieu, hein, on dit, puis c'est la même chose au civil ou au familial, c'est la faute des avocats. Est-ce que c'est... je comprends qu'on peut, comme avocat, décider stratégiquement de retarder un dossier. Ça se fait au civil. On n'est pas censé, mais stratégiquement, je dis, puis pas étirer pendant 20 ans. Là. Non. Il y en a qui le font, là. C'est notre travail quand on est l'adversaire de faire la démonstration qu'on étire la sauce. Est-ce que ce sont les avocats en défense qui sont toujours responsables des délais ou il y a une foule de facteurs? En fait, c'est pour ça que Jordan est arrivé aussi. C'est pour ça que la Cour suprême s'est penchée sur la question. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les chiffres magiques là, de nombre de mois pour chaque sorte d'accusation, où on parle là, de délai déraisonnable, mais il faut aussi regarder à cause de qui ça a été remis.
OK. OK? Et c'est sûr que la Cour suprême s'est penchée sur le fait qu'il s'agit de remises. Les remises qui posent problème, ce sont celles demandées par le ministère public, donc les procureurs de la Couronne, parce que l'enquête n'est pas complétée, parce que les enquêteurs n'ont pas soumis toute la preuve au bon moment, parce que la Couronne n'est pas prête à procéder, parce qu'on parle de délai institutionnel aussi, donc parce que la Cour n'est pas capable d'offrir des dates assez rapides à des gens, parce que la journée du procès, la Cour n'a pas le temps d'entendre le dossier aussi, donc n'a pas le temps de le commencer ou peut-être de terminer un procès. Donc, c'est ça les délais, c'est ça le problème. Alors, c'était pas nécessairement, oui, il y a au niveau de la défense, il y a des remises, il y a des choses comme ça, mais Jordan s'attaque au délai causé par le système, effectivement. Est-ce que je me trompe en pensant, je pense que c'est un peu la même chose à l'époque de la peine de mort, où on dit on est mieux d'avoir 10 coupables en liberté qu'un innocent exécuté, par exemple, ou en prison pour la vie. Là. Oui. Est-ce que c'est un peu le même principe de dire les citoyens ont le droit de s'attendre à un système de justice rapide? Et moi, je n'ai pas envie d'être accusé, je dirais, une des pires choses, là, une des pires choses, socialement, agression sexuelle. Je suis innocent, j'ai rien fait, et ça fait 4 ans que mon dossier s'éternise, puis on ne voit pas encore le procès. C'est moi, le citoyen, qui paie pour ça. Là. Ma réputation est affectée, je ne peux pas faire laver mon nom. C'est sûr que c'est tenu en compte. C'est un préjudice causé à la personne accusée. On a en parallèle le préjudice causé à la victime, aussi à la présumée victime, dans le cas où vous expliquez. Elle aussi, là, elle attend pour témoigner, puis elle vit de l'angoisse par rapport à ça. On dit « elle », parce qu'on dit « victime », mais ça peut être un homme, une femme. Donc, c'est pour ça qu'il faut favoriser une certaine rapidité dans le processus judiciaire. Je ne pense pas me tromper. Il y a, depuis la dernière année ou les derniers mois, un grand nombre de juges qui ont été nommés avec la compétence de siéger en criminel et pénal. Ça doit aussi accélérer le processus. Effectivement, il y a eu beaucoup de nominations. On parle, entre autres, au niveau de la Cour du Québec, où il y a eu beaucoup de nominations. Je sais que là, cette semaine, il y en a eu une en Cour supérieure à Montréal aussi. La Cour supérieure, c'est les tribunaux où on va plus entendre. C'est les causes de meurtre, entre autres, là, qui se font à ce niveau-là. C'est d'autres sortes de dossiers, tandis qu'en Cour du Québec, on est vraiment au niveau de plusieurs types d'infractions. Je veux dire mineurs, il y en a aussi des majeurs, mais les meurtres, tout ça, c'est en Cour supérieure. C'est la Cour du Québec qui a le plus grand volume de dossiers. Là. Oui. Parce que quand on parle de... ça peut aller de voies de fait simples. Je sais pas, ça existe encore, ça, voie de fait simple? Bon, voie de fait simple, là, une bagarre, des accusations. Un vol au dépanneur, pas nécessairement qualifié. Est-ce que la Cour supérieure a juridiction absolue en matière de meurtre? Ou la Cour du Québec? Là, je ne veux pas vous... Me mettre dans l'eau chaude, oui. Oui, je me mets dans l'eau chaude. mais en tout cas, c'est pas procès devant juge et jury à la Cour du Québec. Non, exactement, effectivement. Sinon, il peut y avoir des... Ce qu'il faut savoir, en résumé, pour pas que ce soit trop compliqué, en fait, c'est qu'il y a des crimes qui peuvent être soit entendus en Cour supérieure ou en Cour du Québec. Il y a des crimes qui sont qu'en Cour du Québec et il y a des crimes qui sont qu'en Cour supérieure. Donc, c'est expliqué comme ça dans la loi. C'est la Cour du Québec qui a le plus gros volume de... Bien oui, c'est comme ça que je le vois, à mon avis. C'est sûr que dans ma pratique, moi, je ne vais pas souvent à la Cour supérieure. C'est ce que j'allais vous dire. Il me semble qu'on ne vous voit pas souvent. Non. Puis quand on vous voit dans notre salle, on dit « Ah non, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, eux? » Ils vont nous non, c'est ça. Moi, je n'y vais pas souvent, mais tu sais, c'est sûr que je sais qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de délais en Cour supérieure aussi d'occasionner. J'en ai déduit, moi, que c'était aussi parce qu'il y a plusieurs sortes de droits en Cour supérieure, il n'y a pas que du droit criminel aussi. Effectivement. Donc, les juges sont occupés par différents domaines juridiques et non que le droit criminel, ce qui peut ajouter au calendrier, à mon avis. Là. Mais c'est aussi que c'est des affaires qui sont plus longues, avec beaucoup plus d'éléments de preuve. Quand on parle de meurtres, d'enquêtes qui ont pu durer sur des années, tout ça, bien, c'est sûr que c'est des dossiers qui vont durer plusieurs jours aussi. Un procès devant jury, c'est rare que ça dure 2 jours. Là, donc, effectivement. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça occasionne les délais aussi au niveau de la Cour supérieure. Oui, parce que ça occupe un juge, ça occupe des gens. Exactement. Dites-moi, parce qu'on arrive vers la fin de l'émission,
comment est-ce que, bon, je vais vous poser la question à vous, vous vous destinez au droit criminel ou c'est à force de commencer, puis on touche un peu... Moi, on m'avait dit quand j'étais étudiant, c'est pas vous qui allez choisir votre pratique, c'est votre pratique qui va vous choisir, puis si vous aimez ça, tant mieux. Alors, est-ce que vous aviez choisi de devenir criminaliste? Non, en fait, quand je suis arrivée au bac en droit, moi, mon but était d'aller en médecine. Donc, j'avais fait mon cégep en sciences et tout ça. Alors, j'avais choisi droit parce que c'était mon deuxième choix et je voulais entrer à l'université. J'avais pris un programme à l'Université de Sherbrooke qui combinait les biotechnologies et le droit en me disant, mais un jour, je retournerai en sciences et tout ça. Alors, durant toutes mes études, j'ignorais, j'ai eu des cours là, dans le tronc commun là, de droit criminel, mais c'était vraiment pas mon champ d'intérêt. Et c'est en fait arrivé au moment du stage où on m'a présenté là, Maître Jean-Pierre Robillard. Je l'ai rencontré, j'ai pu aller voir ce que c'était le droit criminel. J'ai passé du temps avec lui et j'ai eu la piqûre. Mais depuis ce temps-là, je suis à la même place et je fais la même pratique. Je vous dirais que c'est effectivement peut-être la profession qui me choisit un peu. Mais l'aspect rencontre de gens aussi... T'sais, je sais, avec tout ce qu'on voit à la télé, avec tout ce qu'on peut entendre dans les médias, notre pratique semble un peu spéciale. On se fait souvent demander pourquoi si vous êtes des criminels. Oui, puis pourquoi tu veux représenter ces gens-là, pourquoi tu veux les défendre, t'es pas mal à l'aise pour telle sorte de crime et tout, mais non, ça se fait bien. Parce que c'est la base. Quand on est accusé, surtout si on est innocent, c'est la base. On veut quelqu'un qui connaît le système, qui connaît son droit. Donc, vous devez avoir... des fois, d'être heureuse quand vous tombez dans un dossier où il y a des aspects scientifiques. Oui, bien, disons que je comprends un peu plus quand on parle d'analyse génétique, mais à comparer d'autres confrères. Mais oui, c'est là où ça m'est utile, effectivement. Mais sinon, ça a été vraiment l'aspect rencontre de gens, réaliser à quel point j'ai eu une belle enfance, j'ai eu un beau parcours, parce que j'ai eu des parents présents, une famille présente également pour moi. Alors, ce qui explique quelquefois, malheureusement, le parcours difficile de certaines personnes. Effectivement. Et c'est là où je sens que je suis utile. Je peux aider les personnes, aider les gens à aller vers une vie meilleure aussi. Là. Écoutez, c'est déjà tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon, on se revoit la semaine prochaine. En fait, on va se revoir pendant quelques semaines pour essayer que vous nous éclairiez sur ce grand sujet qu'est le droit criminel et probablement pénal aussi. Parfait. Ça va me faire plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Revenez-nous la semaine prochaine. On va poursuivre avec Maître Dion et d'ici là, bonne semaine. Télévision du Haut-Richelieu.